C'est parti, on va essayer de faire ça assez rapidement au niveau des slides, puisqu'on a un super quiz à faire aujourd'hui. Donc, ce Road to Google Cloud Certification, donc la deuxième semaine, donc sur ce programme de 6 semaines pour aller jusqu'à la certification. Donc, on est plusieurs GDG du coup à participer et on est assez fiers du coup d'avoir pu organiser cette promo en français avec donc le Slack dédié, les différents accès sur Cloud Skill Boost et puis ces points de suivi donc tous les mardis de 13h à 13h45. Point important pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est rejoindre le Slack pour pouvoir profiter de la communauté et des questions-réponses. Sachez que j'ai remarqué que le lien que j'avais donné au tout départ avait expiré. Je viens de le relancer. Donc, si des fois vous aviez un message comme quoi sur le Slack, le lien d'invitation avait expiré, normalement, le même lien refonctionne dès maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Donc, il y a un channel Slack Cloud Architect French qui est disponible pour pouvoir échanger entre nous. Toujours dans la même idée pour continuer à avoir l'accès au Cloud Skill Boost, au lab, aux vidéos, etc. Il faut que vous puissiez aussi rejoindre les événements de votre GDG. Donc, n'hésitez pas à RSVP aux différents événements de votre GDG qui vous permet du coup de mois en mois à avoir accès du coup aux accès sur Cloud Skill Boost. Hop, petit tour de table rapide côté GDG, GDE et vous. Alors en fait, j'avais laissé le formulaire d'inscription ouvert et donc en fait maintenant on est passé de 225 inscrits à 287 inscrits. Bon, on n'est que une cinquantaine ce midi, donc on verra déjà qui est vraiment motivé et s'investit réellement dans ce programme-là. Mais du coup, ça fait quand même du monde. Donc voilà, merci en tout cas pour votre inscription et pour vous être connecté ce midi. Alors, un petit tour de table rapide. On va commencer par notre invité aujourd'hui, donc Eric. Bonjour tout le monde. Du coup, moi, Eric, j'ai le titre de GDE Cloud et puis du coup, j'ai passé 2 fois la certification Google Cloud Architect. Donc là, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous aider et répondre à vos questions si besoin. Et je vois que j'ai fait une faute, c'est Principal SRE, on est d'accord, hein. Oui, c'est pas bien grave. Ouais, mais autant le corriger quand même. Ok, merci Eric. Et du coup, il va vous présenter une partie des éléments par rapport à ça. Mohamed, les liens Slack, il était dans les emails qui étaient donnés pour info. Au pire, on le remettra dans le chat là, juste après. Donc Eric, on a aussi du coup en présentateur aujourd'hui, on a JB. Coucou tout le monde. Moi je suis tech lead à la CNAM et du coup je fais partie du GDG Le Mans. Et on se retrouvera tout à l'heure pour un petit quiz. Exactement, c'est notre Chaos Organizer d'aujourd'hui, de la semaine. Super. Et puis du coup, de mon côté, Julien Duré. Donc moi, je suis un peu l'animateur. J'essaye d'animer, de regrouper différents GDG. Et je travaille à Zenica. Et je suis également GDE Cloud comme Eric. Donc je pourrais aussi répondre à des questions ou à des sollicitations s'il y a besoin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est là pour parler du Road to Certif. Donc j'ai remis vite fait une petite overview. Dans l'idée, hein, vraiment, l'idée du Road to Certif, c'est un programme qui est assez lourd de 6 semaines. Il faut compter, je rappelle, 6, 8 à 10 heures par semaine en fonction de votre niveau. Vraiment l'idée de partir d'un apprentissage et peut-être trouver un nouveau rôle, un nouveau travail. En tout cas, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles expertises par rapport à tout ça. Je rappelle que la certification n'est pas obligatoire en soi à la fin, hein, mais c'est juste que vu le travail que vous aurez mené, ça vaut le coup quand même d'essayer d'aller jusqu'au bout. Je rappelle également qu'un certain nombre de vouchers ont été demandés et on devrait du coup récupérer des vouchers donc, qui permettent d'avoir une réduction de 50% pour le passage de la certif et du coup d'avoir la certification à 100 dollars. Et ça sera valable pour les plus assidus, donc ce qui est cool sur les 49 présents par exemple aujourd'hui versus les 287 inscrits sur le formulaire. Dans ce travail-là, dans ce programme d'apprentissage pour aller vers la certification, l'idée, c'est vraiment d'apprendre ensemble, de créer une promotion qui travaille en groupe. Et donc, on a du coup un certain nombre de points de suivi, donc les Certification Study Group. Donc, c'est nous maintenant comme on le fait. Donc, c'est vraiment l'idée de tous les mardis pouvoir échanger et essayer de voir aussi votre avancement à travers ces 6 semaines. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à RSVP aux différents éléments. Pour l'aspect ressources disponibles, donc vous avez normalement un accès Cloud Skill Boost qui vous est fourni.
du coup, qui vous donne un petit peu un accès à tout un tas de labs, potentiellement aussi des parties de quiz. L'idée aussi de l'engagement avec la notion d'instructeur, c'est un peu ça l'idée, c'est pour ça qu'on a invité aussi Eric. En tant que GDE, c'est potentiellement de pouvoir échanger et poser des questions par rapport à ce que vous avez vu sur cette première semaine. Et puis le support de la communauté, évidemment, on peut répondre, nous, côté organisateur ou côté expert GDE, à des questions, mais l'idéal aussi, c'est que la communauté puisse aussi répondre aux questions collectivement et que ça puisse profiter à tout le monde. Donc, au lieu d'avoir plutôt des questions-réponses en un à un, de pouvoir vraiment faire profiter toute la communauté des réponses et des enseignements de chacun. Donc, vraiment, l'idée de travailler sur Slack, et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions et pouvoir y répondre en thread, avoir un certain nombre de pointeurs. Et on le verra d'ailleurs, j'ai mis un lien en termes d'exemples de questions qui ont eu lieu et qui est assez intéressant. Ok, donc dans le programme, c'est quoi? C'est où en sommes-nous? On va avoir un petit passage de ce qu'on a appris et puis on aura la partie quiz du coup avec JB. Donc où en sommes-nous? J'ai mis une grosse flèche. Là du coup, on est sur la semaine numéro 2. Donc là, normalement, vous avez dû commencer à travailler sur la partie Google Cloud Infrastructure Foundation et la partie Google Cloud Infrastructure Core Services. Donc voilà, et elle a un certain nombre de labs, donc un skill badge qui est associé, du coup, qui est Perform Foundational Infrastructure Task in Google Cloud. Voilà un petit peu le programme que vous avez dû déjà commencer à travailler. Alors, pareil, un petit rappel, si vous êtes un petit peu en retard sur un sujet, c'est pas gravissime en soi, c'est juste qu'après derrière, pour attraper le retard, ça peut être compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de maintenir le rythme par rapport à tout ça. L'apprentissage de la semaine, donc sur la semaine numéro 2, donc l'idée, c'était vraiment la partie designer une solution, une architecture de solution cloud avec un certain nombre d'éléments. Et c'est là où je vais laisser la main du coup à Eric pour expliquer un petit peu tout ça. Donc sur la partie Foundation avec toute la partie Virtual Network, Virtual Machine, et aussi commencer déjà dans votre tête aussi à identifier des priorités. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je rappelle la partie, donc les questions en anglais, bien identifier les must, les should, les could, et identifier un certain nombre de priorités par rapport aux prérequis business et techniques pour pouvoir répondre au mieux lors de l'examen, qui est un QCM. Je te laisse enchaîner, Eric. Alors, donc, des petits rappels par rapport à la semaine dernière. Donc, premier rappel, c'est cette notion donc, de région et de zone. Ce qui est intéressant, du coup, avec Google Cloud, c'est que vous voyez, c'est un peu partout dans le monde. Pourquoi c'est intéressant, en fait? Déjà, pour être au plus près de votre entreprise ou de vos clients. Ce qui est intéressant avec Google Cloud, c'est de pouvoir dire, OK, je suis une entreprise française, mais je peux déployer quand même à l'autre bout du monde. Ça sera une architecture qui sera quasiment la même. Il y a des petits services sur lesquels ça peut être un petit peu différent en termes de les tout derniers services. Mais vraiment, ce qui est intéressant de l'architecture du cloud Google, c'est cette répartition. Ici, c'est pas représenté, mais aussi, je pense que vous avez vu, l'aspect network. Une chose dont Google est très, très fier, c'est l'aspect network. Donc, chaque data center est relié par de l'infrastructure vraiment dédiée Google. Et donc, ça nous garantit vraiment un niveau de disponibilité, de vitesse qui est vraiment énorme. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. C'est ce côté réparti dans le globe. Julien parlait un peu de répondre au business. Dans les questions, potentiellement, vous pouvez avoir ce genre de choses pour dire l'entreprise, on va voir les case studies juste derrière, elle veut déployer pour gérer le marché australien, par exemple. Il va falloir avoir tendance plutôt à regarder côté Australie, est-ce que je peux déployer, par exemple, ce que je suis en train de faire. Donc, c'est le genre de choses à avoir en tête pour la certification, vraiment prendre en compte potentiellement une contrainte géographique et du coup, ça amène derrière à aller sur un autre data center que celui de Paris, par exemple. Yes. J'ai mis pour info du coup un lien avec la carte à jour. Et donc là, vous voyez en termes de régions, vous voyez différentes régions à jour, donc notamment Paris qui est affiché là correctement en bleu. Alors je crois que sur les slides, c'est encore vont arriver. Et puis la partie réseau, donc avec les différents câbles, notamment du coup Dunant qui arrive en France, qui arrive en Vendée. Voilà. Et ce que vous voyez aussi là dans ce que montre Julien, c'est la notion de CDN. Je pense que vous avez peut-être déjà vu.
Là, l'idée, c'est pas forcément des data centers Google Cloud, mais ça, c'est des points de présence qui vont être au plus près, donc il y en aura vraiment un peu plus, voilà ce qu'on voit. Et l'intérêt, en fait, de ça, c'est par exemple, si vous distribuez, vous déployez une application web avec énormément de contenu, des images, etc., bah, l'intérêt des points de présence, c'est de réduire encore plus la latence et d'avoir une vitesse optimum pour vos clients. Donc, la notion de CDN peut être activée aussi sur des... Voilà, généralement, ça va être du contenu web. Et donc, l'intérêt de ça, hein, c'est encore une fois d'avoir des performances qui vont vraiment vite et une facilité de déploiement. C'est pas vous qui allez gérer le fait de déployer à droite, à gauche. Hein, c'est l'infrastructure Google qui va le faire pour vous. Ce que vous avez vu aussi, du coup, c'est cette notion donc, de VPC, donc Virtual Private Cloud. Donc, en gros, c'est le réseau virtuel qui va vous permettre de communiquer entre vos différentes ressources. Quand vous créez donc un nouveau projet, par défaut, il y a ce qu'on appelle donc le VPC default, celui qui va vous permettre voilà, de créer des VM dans différentes régions et que ça puisse communiquer. Donc avec une configuration par défaut du firewall, donc très très peu de règles définies, mais ça permet voilà, déjà d'avoir de la communication potentiellement entre deux VM qui ne seraient pas dans la même région. Généralement, en fait, c'est une première approche, hein, l'aspect VPC default. On va après, généralement, soit utiliser des VPC en mode auto, assez identique du VPC default, mais l'intérêt, en fait, ici, c'est que vous allez pouvoir quand même configurer, par exemple, un plan d'adressage, augmenter le nombre d'IP disponibles. Donc, le mode auto, en fait, hein, ça va être déjà quelque chose que vous allez pouvoir un peu plus gérer que le mode défaut. Généralement, le mode défaut, hein, c'est quelque chose qu'on va enlever en seconde approche. En première approche, c'est très bien. En seconde approche, voilà, généralement, on va vouloir un peu plus customiser. Et après, si vraiment on a des besoins de customisation beaucoup plus importants, on peut carrément faire du custom. Et dans ce cas-là, c'est à vous de gérer les plans d'adressage, etc. Donc voilà, soit auto, soit custom, généralement, dans un second temps, un premier temps, le default. Donc bien retenir aussi hein, ce côté, voilà, ces trois mots, default, auto ou custom, ça peut être des choses aussi sur lesquelles on vous pose des questions. Et donc voilà, ici dans le slide, il y a quelques bullet points. Essayez de vous souvenir voilà, des caractéristiques de chacun de ces networks. Potentiellement, voilà, vous pouvez avoir une question là-dessus sur est-ce que je peux faire ça avec le VPC default. Bon, ce ne sera pas exactement formulé comme ça, mais voilà, l'idée, c'est d'avoir au moins les caractéristiques des différents types de VPC. Donc, ce que je disais, hein, effectivement, c'est que le VPC, donc le réseau Google Cloud, est un petit peu différent hein, si vous avez l'habitude, par exemple, de AWS. Ici, l'intérêt, en fait, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire communiquer des ressources, donc ici des VM, qui ne sont pas forcément dans la même région. On va pouvoir les faire communiquer entre elles directement au réseau interne. On peut aussi avoir une expédition externe, hein, communiquer via l'extérieur, mais le gros intérêt, hein, encore une fois, ici, c'est que la communication interne va être plus rapide, moins coûteuse, et derrière, vous allez pouvoir faire voilà, de la répartition, par exemple, dans le monde entier, en gardant le même VPC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous n'êtes pas obligé de dire, OK, vu que j'en ai un en Australie, j'en ai un en France, il va falloir que je fasse des règles de routage, etc., un peu compliquées. Ici, vous pouvez directement faire communiquer vos ressources entre elles directement via le même VPC. Pardon. Yes. Point aussi qui est intéressant, donc de base, on peut très bien avoir des VM, des ressources qui n'ont pas d'exposition sur Internet. Donc on pourrait très bien dire, je crée des VM, mais elles n'ont pas d'adresse publique, donc que des adresses privées. Donc ça peut être intéressant voilà, pour de la communication interne. Dès que vous voulez exposer sur Internet ce que vous faites, hein, une application, du contenu, etc., il va falloir avoir une exposition externe. Donc on va pouvoir réserver des external IP directement via l'API de Google Cloud. Par contre, hein, c'est payant. Si vous rajoutez ça, ça coûte de l'argent. Je crois que je ne sais même pas s'ils ont enlevé cette règle-là pendant un moment, mais pendant un moment, je crois que si on n'utilisait pas une IP externe, ça coûtait plus cher. Je suis plus trop sûr si c'est encore ça, mais voilà, ils essayaient vraiment de pousser au fait que si vous exposez sur Internet, c'est pour une bonne raison. C'est pas juste vous réserver des IP. Voilà, Frédéric, côté AWS, c'est la même chose. Qu'est-ce qui peut être intéressant aussi voilà, bien garder, voilà, je sais pas, peut-être vous voudrez rajouter quelque chose, hein, mais en gros, ce qu'il faut retenir aussi hein, dans cette notion en fait de VM avec exposition internal IP et external IP, vous allez potentiellement pas communiquer
vers les mêmes services. Si vous voulez communiquer vers l'extérieur, bah, vous allez utiliser l'extérieur vers l'external IP. Directement dans la VM, si vous regardez les interfaces réseau, vous ne verrez pas cette external IP. Vous pourrez la récupérer via les métadatas de votre VM, mais au sein de la VM, si vous essayez de voir l'IP externe, vous ne l'aurez pas. Donc dans l'interface, je pense que si vous avez fait les labs, vous avez vu, il y a une colonne dédiée sur les external IP, et donc vous avez cette IP-là disponible. Mais si vous voulez commencer à développer, à faire du script, vous ne pourrez pas juste essayer de regarder les interfaces réseau de votre VM. Vous ne verrez pas cette IP externe. Il faudra passer par les métadatas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu encore cette notion de métadata, mais voilà, c'est possible quand même de récupérer l'IP, mais ce ne sera pas aussi simple que de lister les interfaces réseau de votre VM. Yes. Et dernier slide aussi, c'est voilà, tout ce qui est configuration autre que juste plan d'adressage IP. Vous allez pouvoir définir des routes. Vous allez pouvoir aussi définir des règles de firewall. Donc, si on reprend le VPC default, vous avez très très peu de règles. Vous pourrez créer vous-même des règles. L'intérêt en fait de faire ça, c'est que vous allez pouvoir faire ça à l'échelle. Vous allez dire pour toutes les VM par exemple qui ont le tag HTTP, eh ben, je vais autoriser une règle, j'ouvre le port 80 par exemple. Et donc ça c'est intéressant parce que vous ayez 10 VM ou 10 000, bah, ça sera la même règle. En fait, vous allez juste décrire ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça a été vraiment pensé pour gérer à l'échelle vos différentes VM. Et donc voilà. Regardez bien quand vous avez des choses par défaut. Alors, je ne m'en souviens pas par cœur, j'avoue. Mais regardez aussi ce qui est ouvert par défaut, par exemple, dans le VPC default. Il y en a très très peu, mais voilà, ça peut être peut-être potentiellement vous aiguiller vers la bonne réponse pour dire ah bah tiens, vu qu'on me demande de faire ça, peut-être que le default ça suffirait. Ah bah non, on peut pas. Voilà, c'est encore avoir en tête les caractéristiques des différents types de réseaux, vraiment pour voilà vous orienter directement vers potentiellement telle réponse au lieu de telle réponse. Je dis réponse ici, mais après l'idée c'est si vous le faites en vrai, bah pareil en connaissant les caractéristiques des différents VPC. Vous irez plus vers tel type de réseau ou tel autre. Yes. Merci Eric pour cette partie-là de network avec la Cloud Infrastructure Foundation. On va passer aussi à un point qui est très important pour les certifications, c'est les case studies. Alors, on a remis les différents liens. Sachez que chacun des liens pointe du coup sur la page du coup que je remets d'ailleurs qui est le exam guide où vous retrouvez du coup un certain nombre de liens disponibles vers des PDF. Et dans chacun des PDF, vous allez retrouver en fait un case study qui est expliqué avec l'info sur la société, la solution envisagée, l'environnement technique existant, les business requirements, les technical requirements, etc., etc. Ça, donc, c'est des choses qui sont importantes puisque le jour de l'examen, vous allez avoir un certain nombre de questions sur ces éléments-là. Hop, et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets-là. Il faut vraiment bien comprendre que ça permet aussi de gagner du temps le jour J à l'examen. Donc, l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur les PDF. Les PDF, le jour de l'examen, sont disponibles au format HTML. Pendant l'examen, vous avez exactement le contenu du PDF qui est disponible. Donc, si vous ne savez plus à quoi correspond Terram Earth versus Helicopter Racing League, ben voilà, vous avez juste à cliquer dessus et les choses vont revenir assez facilement. Mais du coup, essayez de travailler les case studies parce que vous aurez à coup sûr des questions dessus. À peu près dans toutes les certifications Cloud Architect, vous avez des questions dessus. Alors, il n'y a pas d'ordre d'idée. Des fois, ça peut être juste 3-4 questions. Des fois, ça peut être plus autour de 10-15. Des fois, vous avez 3 case studies. Des fois, on vous en parle que d'un. Bon, il n'y a pas vraiment de règles par rapport à tout ça, mais sachez que c'est important de les connaître. Et en fait, pour les travailler, Google explique qu'il y a une façon vraiment de les travailler. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ça ici en 10 minutes. Donc, le premier, c'est EHR Healthcare. L'idée, c'est de comprendre du coup que EHR Healthcare, ils ont en fait un certain nombre d'éléments un peu partout, donc soit on-premise dans des centres, des hôpitaux et des centres d'examen, et qu'ils ont, ils grandissent énormément d'année en année, et ils veulent vraiment à la fois grandir, mais en même temps rester sur des standards de l'industrie et avoir cette partie un petit peu de conformité, puisque c'est lié en fait aux données de santé. Donc, leurs objectifs côté business, c'est de scaler leur environnement, s'adapter aussi s'il y a un souci, donc avoir la notion de PRA, de Disaster Recovery Plan,
pouvoir du coup apporter des nouvelles features sur leur logiciel et puis avoir quelque chose de cohérent en termes de logging, monitoring, alerting, que ce soit sur des sujets on-premise ou évidemment sur Google Cloud. Ok. Donc c'est un peu ça, un petit peu les éléments. Donc là, ce qu'il vous présente, c'est qu'à partir du PDF, on doit essayer d'en tirer les points importants d'un point de vue business qui nous permettent après derrière de décrire une évaluation technique. Donc là, l'idée, c'est de vous donner en fait les bases pour pouvoir travailler ça. Donc là, ce qu'ils expliquent d'un point de vue technique, c'est que dans leur environnement existant, ils ont un certain nombre de produits qui sont orientés web pour les clients, qu'ils ont du coup commencé la conteneurisation avec du Cube, leur soft, du coup, comme je l'ai indiqué, il est potentiellement localisé dans différents endroits. Et puis, ils veulent arrêter leur data center existant. Et puis, niveau data visualisation, c'est quelque chose qui les intéresse, mais aujourd'hui, ils n'ont rien du tout. Donc, en un élément technique à bien regarder, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, d'un point de vue compute, ils sont sur des applications conteneurisées. Ils ont besoin d'être dans le cloud, mais aussi sur des systèmes on-premise. Ils ont besoin de pouvoir gérer de l'autoscaling et d'avoir quelque chose de robuste en termes de logging et de monitoring, comme on l'a vu avec les Key Business Points. Côté storage, c'est décrit dans le PDF aussi. Donc, ils ont différentes bases de données, notamment du MySQL, du Microsoft SQL Server, du Redis et du MongoDB. Dernier point, en termes de data, ils ont besoin de pouvoir aider en fait tout ce qui est assurance, etc. Donc, ils ont besoin de voir un petit peu aussi les tendances en termes de santé et puis d'avoir tout ça disponible avec un système qui répond du coup au 3.9, donc 99,9% de disponibilité. L'idée après derrière, du coup, c'est d'imaginer par rapport à ce que vous avez lu, ce que vous allez encore lire, de travailler en fait sur la solution proposée. Ok. Donc, je vais vous donner un exemple pour le EHR Healthcare, qui est de se dire, du coup, pour la partie compute, on parle de choses conteneurisées avec du on-premise, du cloud et quelque chose qui est uniforme en termes de logging monitoring. Donc là, en gros, on peut se dire, on va peut-être essayer d'utiliser du GKE quand on est côté Google Cloud, du Anthos, des clusters Anthos quand on est sur du on-premise pour avoir quelque chose d'assez unifié. Ok. Kubernetes va répondre à l'enjeu d'autoscaling, donc on répond à peu près aux différents technical watchpoints. Et sur la partie logging monitoring robuste, du coup, on va utiliser Operation Suite qui va nous permettre à la fois de regrouper à la fois les infos du coup on-premise avec Anthos, mais aussi les infos qu'on a sur Google Cloud. Côté stockage, on voit qu'il y a différents styles de bases de données, mais finalement, ça tombe assez bien puisque Cloud SQL, qui est la solution du coup de base de données managée côté Google Cloud, est disponible pour MySQL, pour MS SQL, et on a un Memory Store pour Redis. Donc ça, c'est plutôt cool. Le dernier truc qu'on n'a pas, c'est MongoDB. Et là, du coup, l'idée, c'est de se dire, on va peut-être utiliser un marketplace, et donc on va pouvoir utiliser MongoDB Atlas, par exemple, sur un marketplace pour avoir un MongoDB managé. Sur la partie analytique, ce qu'ils essayent de montrer, c'est que du coup, voilà, pour l'aspect fast onboarding de leurs assurances, etc., pour avoir de l'info, c'est peut-être se dire qu'ils ont à la fois des mélanges de batch processing et de streaming processing. Donc, un produit comme Dataflow pourrait les aider aujourd'hui à mettre ça en place. Et puis, pour la partie data analytics, voilà, pour récupérer des infos, l'idée, c'est peut-être d'utiliser, par exemple, un BigQuery pour travailler ces sujets-là. Voilà un petit peu l'idée. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir travailler chacun des case studies comme cela. Donc, le case study d'après, c'est Monker Games. Donc là, vous avez sûrement lu le PDF. Donc, c'est un éditeur de jeux vidéo qui fait des choses en multiplayer. Ils veulent diminuer les coûts. Ils ont pas mal de notions où ils veulent supporter évidemment plein de joueurs d'affilée avec des profils de joueurs, etc. Et donc là, pareil, sur l'environnement existant, donc ils ont utilisé du lift and shift pour passer sur des VM au départ, et ils ont vraiment travaillé pour avoir de la séparation entre leur environnement de dev, de test et de prod. Sur la partie donc compute, ils veulent vraiment partir aussi sur des choses plus récentes avec du GKE. Ils veulent aussi, du coup, avoir quelque chose qui fonctionne à travers les différentes régions. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important à prendre en compte. OK. Niveau stockage, du coup, ils aimeraient bien avoir quelque chose, un global leaderboard, quelque chose en tout cas qui fonctionne bien
globalement au niveau de Google Cloud et de leurs solutions. Et puis, niveau ingestion de data, ils ont plein de métriques de leurs jeux vidéo à prendre en compte, et notamment aussi les logs des jeux vidéo. Donc, tout ça pour dire qu'en solution proposée, pareil, là, du coup, on va se dire, on va partir sur Google Compute Kubernetes Engine. Potentiellement, s'ils ont besoin de choses liées au GPU, peut-être utiliser des clouds GPU qu'on pourrait associer à certains nœuds ou certains éléments de notre GKE. Côté stockage, on a quelque chose de global et en même temps, ils sont plutôt sur du SQL, du transactionnel. Donc là, la solution côté Google Cloud, ça va être de se dire, on va utiliser Cloud Spanner en multi-région. Et puis, pour l'ingestion de données, du coup, il y a différents éléments, peut-être du data flow aussi, peut-être du BigQuery pour pouvoir récupérer de la donnée historique, puisqu'on peut scanner des gigas, voire des terras de données. Donc, c'est vrai que si on a beaucoup de game log, on peut en tirer aussi des informations pour profiler, par exemple, nos joueurs. OK. Hop, avant-dernier, donc un des nouveaux qui est arrivé, c'est Helicopter Racing League. Donc là, l'idée d'avoir des hélicoptères qui font une compétition un peu, je pense, comme il y a avec les Red Bull, là, les avions. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et du coup, l'idée, c'est de faire du vidéo streaming de ces éléments-là, un peu partout, de pouvoir faire de la prédiction aussi. Alors, il ne parle pas de paris non plus de jeux vidéo, mais il y a l'idée de travailler sur ces éléments-là. Et puis, utiliser vraiment aussi tout ce qui est AI et ML pour travailler sur cette notion de prédiction. Donc, leur environnement existant, ils étaient chez un cloud provider autre que Google Cloud. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour éditer, travailler, transcoder les informations. Aujourd'hui, ils ont besoin aussi de stocker énormément de données, puisqu'il y a beaucoup de vidéos. Et puis, ils aimeraient bien travailler pour utiliser des choses autour de TensorFlow, etc. Donc, ça tombe plutôt bien, parce que du coup, d'un point de vue compute, tout ce qui est vidéo encoding et VM, du coup, on va utiliser Compute Engine parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Côté stockage, ils ont besoin de stocker donc du blob. On va utiliser du cloud storage. Et puis, on va utiliser potentiellement différents éléments, comme l'a expliqué tout à l'heure Eric, avec la notion de CDN pour faire du streaming et être au plus près de nos utilisateurs. Et puis, côté vidéo, on va pouvoir utiliser par exemple Cloud CDN pour avoir un aspect low latency par rapport à ces éléments-là. Dernier case study, Theorem Earth, qui existait déjà avant. Donc, pour info, il y a eu différentes versions de ces case studies qui ont changé. Du coup, de mémoire, c'était en juin 2021. Donc là, maintenant, on est sur 4 case studies. Et là, ce que je montre vraiment, c'est les tout derniers. Donc, Theorem Earth, l'idée, c'est d'avoir une société qui vend des produits pour faire à la fois de l'agriculture et aussi tout ce qui est minage. Ils ont 500 concessionnaires un peu partout, dans plein de pays. Ils grossissent rapidement. Leur objectif, c'est de diminuer le downtime de leurs véhicules, donc le fait que les véhicules ne soient pas du coup en place. Donc, il y a peut-être des notions de prédiction et de détection de malfonction de véhicules. Et puis, essayer d'avoir quelque chose qui soit facile avec la gestion de leurs concessionnaires. Là, aujourd'hui, ce qu'ils expliquent, c'est que ils ont à la fois des legacy systems, donc des systèmes un peu vieux. Ils ont pas mal de front-end en web pour gérer les stocks et analyser un certain nombre de choses. En termes de véhicules, ils ont énormément de données qui remontent, donc ils font de l'IoT. OK. Et donc, ils ont des sensors, des capteurs qui envoient des informations à certains éléments. Et eux, ce qu'ils souhaitent faire, donc, c'est du coup se baser sur des conteneurs, avoir des solutions cloud native, avoir une notion d'abstraction pour faire des API HTTP, et puis en termes de développement, avoir tout ce qui est pipeline de CI/CD pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Donc ça, en solution proposée, se tourner peut-être sur GKE, sur la partie secret, peut-être utiliser Secret Manager, sur la partie identity, utiliser peut-être IAP, Identity Aware Proxy. Côté HTTP API, de travailler sur différents sujets comme Cloud Endpoint. Sur la partie CI/CD, il y a Cloud Build, par exemple, qui permet de faire des choses. Aujourd'hui, il y a aussi maintenant Cloud Deploy, qui est un nouveau produit qui est sorti depuis côté Google Cloud pour faire un certain nombre de choses. Bon, voilà, on voit qu'il y a un certain nombre de solutions disponibles. Donc ça, c'est les case studies. Je vous les ai présentés. J'ai mis un peu de temps, je suis désolé. Mais c'est assez important de bien les connaître et de bien comprendre ces enjeux-là. Et n'hésitez pas vraiment à réviser l'équivalent de ces slides-là. Faites des petits schémas de l'architecture proposée pour vraiment travailler sur ces sujets-là. Hop, on va passer rapidement sur les éléments de la semaine numéro 2. En fait, vous allez voir différents éléments que vous avez déjà vus
sur la core infrastructure, bon, l'idée, c'est d'avoir vraiment un bon panorama de ce qu'il y a sur Google Cloud en termes de compute, de stockage, de big data, de machine learning. Sachant que le big data et le machine learning, c'est aussi quand même un gros différenciant côté Google Cloud. Normalement, vous avez compris les différents niveaux entre IaaS, PaaS, FaaS, ce genre de choses. Donc vraiment, avec certains aussi qui sont compatibles avec le déploiement de conteneurs. La notion aussi de plus on avance dans le monde un peu serverless, moins on a de choses à gérer en termes de management. Donc, on a moins de gestion de serveurs à effectuer. Et en termes de stockage, bah, juste pour dire qu'il y a vraiment différentes solutions de stockage, que ce soit en NoSQL ou en SQL, et qu'en gros, on a Datastore qui est le petit pour faire du document, et on a Bigtable qui est vraiment beaucoup plus costaud si on a besoin de plus de stockage de données et de débit. On a Cloud Storage pour tout ce qui est Blob Store, on a Cloud SQL pour faire du relationnel d'un point de vue petit. Alors en plus, la capacité qui est indiquée là, c'est 10 Tera, mais aujourd'hui, je crois qu'on peut monter jusqu'à 64 Tera aujourd'hui avec Cloud SQL, en tout cas avec le Postgre. Cloud Spanner, c'est plus là vraiment si on va aller sur du péta, donc quelque chose de global en termes de transactions. Et puis on a BigQuery qui n'est pas là du coup pour faire du transactionnel, mais plutôt du analytics, donc dans le monde OLAP, qui est disponible. Il y a tout un tas voilà, de sélections de maps comme ça qui existent. Et vraiment, c'est des choses qui sont importantes de réviser pour pouvoir vous aider en fait le jour J à l'examen pour faire les différents choix. On va passer rapidement parce que du coup, il ne reste plus beaucoup de temps. Un point aussi qui est important, c'est que dans les différents slides ou vidéos, des fois, ils parlent de Stackdriver. Et ben, c'est l'équivalent aujourd'hui, on appelle ça Google Cloud Operations Suite, qui sert à tout ce qui est monitorer les éléments. Il y a un certain nombre de produits qui sont dans Google Cloud Operations Suite. Sachez par exemple que Debugger est bientôt décommissionné. Le big data est un certain nombre de choses. Vous allez le revoir dans les différents labs que vous allez effectuer. Et voilà, je voulais quand même passer juste avant le quiz aux initiatives de la communauté. Désolé, je suis allé assez vite sur cette partie-là. Je tiens toujours à remettre l'initiative de Geoffrey. Alors, je ne sais pas s'il est connecté, mais sachez qu'il a créé un document qui permet de faire du transcript des vidéos qui sont disponibles. Merci, Geoffrey. Du coup, n'hésitez pas, hein, le doc est toujours là, donc ça vous permet de faire des recherches et tout par rapport à ce qui est disponible. Et un autre élément aussi, c'est Frédéric qui a posé une question. Donc, il y a un channel questions. Il n'a pas posé en français, mais n'hésitez pas à poser dans le Slack les questions en français aussi, dans le Cloud Architect French. Mais il l'a posé dans un autre channel questions qui demandait du coup, finalement, dans Cloud Source Repository, s'il y avait un moyen de faire des pull requests ou des merge requests comme on a sur tous les autres produits comme GitHub, GitLab et que sais-je. La réponse est non, aujourd'hui on ne peut pas. Donc en fait, utiliser un outil vraiment pour les développeurs, Cloud Source Repository, c'est plus un miroir pour pouvoir après faire des choses, construire des choses et déployer. Dernièrement, Cloud Source Repository est très peu mis en avant par Google Cloud. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser un GitLab, un Gogs ou un GitHub à côté pour travailler. On va passer bientôt au quiz. Un petit point important pour toutes les personnes qui vont participer au quiz. Le premier gagnera une licence JetBrains. Vous allez me dire encore, c'est pas possible. Eh oui, c'est possible. J'espère que Léoline ne va pas la gagner encore une fois.